Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur les exercices concernant le statut du narrateur que je vous avais proposé. Vous deviez travailler sur 4 textes et répondre aux questions suivantes. La première, indiquer à quelle personne grammaticale sont rédigés les textes suivants et justifier votre réponse. La deuxième, préciser ensuite qui est le narrateur et quel est son statut. Voyons le premier texte, qui est un extrait du Ventre de Paris d'Émile Zola. Je vous lis le texte. Florent était seul. Il fut d'abord heureux de cette solitude. Depuis que Madame François l'avait recueilli, dans l'avenue de Neuilly, il marchait au milieu d'une somnolence et d'une souffrance qui lui ôtaient l'idée exacte des choses. Il était libre enfin. Il voulut se secouer ce rêve intolérable de nourriture gigantesque dont il se sentait poursuivi. Mais sa tête restait vide. Concernant ce texte, vous avez dû répondre qu'il était rédigé à la troisième personne. En effet, on ne peut relever aucun indice de présence du locuteur. Il n'y a pas la trace de la première personne, ni pronom personnel de première personne, ni déterminant ou pronom possessif de déterminant de première personne. Par conséquent, le narrateur de ce texte n'appartient pas à l'histoire. Il en est complètement absent. L'histoire semble se raconter toute seule, comme si le narrateur était transparent. Voilà ce qu'il en était de notre premier texte. Passons maintenant à notre deuxième texte, un roman de Richard Wright intitulé Black Boy. Je lis le texte. J'étais resté à West Helena fort longtemps avant de retourner à l'école et de reprendre des études régulières. Par bonheur, ma mère trouva une place chez un médecin blanc au gage inouï de 5 $ par semaine, et elle annonça aussitôt que ses fils retourneraient à l'école. J'étais heureux. Mais j'étais toujours timide et à demi paralysé quand je me trouvais en public. Et pendant mon premier jour à l'école, je fus la risée de la classe. On m'envoya au tableau noir écrire mon nom et mon adresse. Je savais mon nom et mon adresse, je savais les épeler, mais le fait de me trouver au tableau noir et de sentir les regards de tant de garçons et de filles dans mon dos me paralysait, et je fus incapable d'écrire la moindre lettre. « Écris ton nom !» me cria l'institutrice. Je levai la craie, je l'approchai du tableau noir, mais au moment d'écrire mon nom, un trou se fit dans mon esprit. Je ne me rappelais plus comment je m'appelais, j'étais incapable de me souvenir fût-ce d'une seule lettre de mon nom. J'entendis un rire étouffé, et cela me figea sur place. « Ne fais pas attention à nous, écris ton nom et ton adresse, » me dit l'institutrice d'un ton encourageant. De brèves impulsions me traversaient, me poussant à écrire, mais ma main refusait de bouger. Les enfants commencèrent à gigoter derrière moi, et je devins cramoisi. « Tu ne sais pas ton nom ?» demanda l'institutrice. Je la regardai et fus incapable de répondre. La maîtresse se leva et vint auprès de moi. Elle me souriait pour me donner confiance. Elle posa tendrement sa main sur mon épaule. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Richard, » murmurai-je. « Richard quoi ?»« Richard Wright. »« Épelle-le. » Correction de nos questions. Dans la première, il s'agissait de s'intéresser à la personne grammaticale à laquelle le texte était écrit. Je peux relever de nombreux indices de présence du locuteur. Vous les voyez apparaître en rouge sur mon texte. Attention néanmoins, je m'intéresse seulement aux pronoms employés dans la narration. Ce sont uniquement ces pronoms qui renvoient au narrateur. Extrait, le narrateur rapporte des paroles au discours direct, puisqu'il fait un dialogue. Vous voyez apparaître les répliques du dialogue en bleu sur votre texte. Les pronoms de première et de deuxième personne employés dans le dialogue renvoient au personnage, mais ils ne renvoient pas au narrateur. Je ne dois donc pas en tenir compte pour définir le statut du narrateur. Dans le passage de dialogue, seuls les pronoms qui seront employés dans les incises sont à prendre en compte. J'ai dans ce texte 2 incises. Je les ai soulignées et j'ai précisé en vert entre parenthèses qu'il s'agissait d'incises. Dans la première, demanda-t-elle, aucun pronom de première personne. En revanche, dans la deuxième, murmurai-je, ce « je » est le « je » de la narration. Il est le « je » du narrateur. Répondons maintenant à notre deuxième question. Ce récit est bien un récit rédigé à la première personne.
Je vais donc pouvoir définir le statut du narrateur. Les pronoms personnels de première personne sont nombreux. Le narrateur est donc un personnage de l'histoire qu'il raconte. Il en est même le personnage principal, puisqu'il raconte sa propre histoire. Tel est donc le statut du narrateur. Mais nous pouvons aller plus loin. Il est important de s'interroger sur le temps qui sépare le moment où le narrateur raconte et le moment où il a vécu les événements qu'il raconte. En effet, le personnage, celui qui vit l'histoire, est ici un jeune garçon, qui peut retourner à l'école parce que sa mère a trouvé du travail et qu'elle peut de nouveau financer les études de ses fils. Durant ce premier jour d'école, le garçon est interrogé par sa maîtresse qui lui demande d'écrire son nom et son adresse au tableau. L'enfant intimidé est incapable d'écrire la moindre lettre, malgré les encouragements de son enseignante. Celui qui raconte cet épisode, est-il un jeune garçon? Non. Celui qui raconte, même s'il désigne la même personne, n'est plus un jeune garçon. Il est désormais un adulte qui rapporte une aventure qui lui est arrivée dans le passé. Il a pris du recul par rapport à ce qu'il a vécu. L'adulte, ici, ne juge pas l'enfant qu'il était, contrairement à Rousseau dans ses Confessions. Néanmoins, il a pris de la distance par rapport à l'aventure évoquée et il organise son récit pour insister sur un aspect de sa personnalité, son extrême timidité. Enfant, il était terrorisé à l'idée de parler en public, malgré l'attitude bienveillante de sa maîtresse. Nous retrouvons le dédoublement du je dont nous avons déjà parlé. Le je narrateur met en scène le je personnage dans un récit qui se veut rétrospectif, c'est-à-dire qui revient en arrière. D'ailleurs, dans le dialogue, l'institutrice s'adresse au jeune Richard, à l'enfant, au personnage qui vit l'événement. Elle ne s'adresse pas au narrateur, au vieux Richard qui raconte. Ce texte, par ailleurs, nous révèle l'identité de l'enfant. Il se nomme Richard Wright. Le narrateur, par conséquent, se nomme lui aussi Richard Wright. Nous savons que l'auteur de ce texte est aussi Richard Wright. Auteur, narrateur et personnage renvoient à la même personne. Il y a identité de nom. Identité au sens où le nom est identique pour le personnage, le narrateur et l'auteur. Nous pouvons par conséquent affirmer que ce texte est un texte autobiographique. Dans son roman, Black Boy, Richard Wright, originaire du Mississippi aux États-Unis, raconte son apprentissage de la vie à une époque où la ségrégation raciale sévit avec violence. Regardez le schéma suivant. Le je narrateur est le narrateur adulte qui raconte ses souvenirs de jeunesse. Il a pris du recul et peut choisir les épisodes de sa vie qu'il juge important de raconter. Il peut les organiser et chercher à leur donner un sens. Il met en scène celui qu'il était, prend de la distance et porte parfois un regard critique sur ce qu'il a vécu ou sur celui qu'il a été. Il met donc en scène le jeu personnage, le narrateur plus jeune, qui vit l'histoire racontée. Il agit sans avoir de recul sur les événements. Il éprouve des sentiments ou des émotions qui sont liées à ce qu'il vit au moment où se déroulent les faits. Le narrateur plus âgé n'éprouve plus forcément les mêmes choses, à moins qu'il ne prenne plaisir à revivre l'événement en le racontant. Dans une autobiographie, nous l'avons vu précédemment, l'auteur, le narrateur et le personnage portent le même nom. Ils renvoient à la même personne. L'auteur s'engage alors à raconter la vérité sur lui, sur ce qu'il a vécu. C'est ce que l'on appelle le pacte autobiographique. À moins qu'une des caractéristiques principales de celui qui raconte soit d'être un menteur. Dans ce cas, il met en scène un aspect fondamental de sa personnalité en s'inventant une vie. Passons au texte numéro 3. Il s'agit d'un extrait d'une nouvelle de George Sand, L'orgue du Titan. Je lis le texte. Un soir, l'improvisation musicale du vieux et illustre maître Angelin nous passionnait, comme de coutume, lorsqu'une corde de piano vint à se briser avec une vibration insignifiante pour nous, mais qui produisit sur les nerfs surexcités de l'artiste l'effet d'un coup de foudre. Il recula brusquement sa chaise, frotta ses mains, comme si, chose possible, la corde les eût cinglées, et laissa échapper ces étranges paroles. « Diable de titan, va !» Sa modestie bien connue ne nous permettait pas de penser qu'il se comparât à un titan. Son émotion nous parut extraordinaire. Il nous dit que ce serait trop long à expliquer. « Cela m'arrive quelquefois, nous dit-il, quand je joue le motif sur lequel je viens d'improviser. Un bruit imprévu me trouble, et il me semble que mes mains s'allongent. C'est une sensation douloureuse, et qui me reporte à un moment tragique, et pourtant heureux de mon existence.
Pressé de s'expliquer, il céda et nous raconta ce qui suit. Vous savez que je suis de l'Auvergne, né dans une très pauvre condition et que je n'ai pas connu mes parents. Je fus élevé par la charité publique et recueilli par monsieur Jean Ciré, que l'on appelait par abréviation Maître Jean, professeur de musique et organiste de la cathédrale de Clermont. J'étais son élève en qualité d'enfant de chœur. En outre, il prétendait m'enseigner le solfège et le clavecin. Passons à la correction. Vous voyez que ce texte 3 est plus complexe. En effet, il faut distinguer deux narrateurs. La première partie du texte est rédigée à la première personne. Nous pouvons en effet relever des indices de présence du locuteur, le pronom personnel « nous » en particulier. Le narrateur est donc présent dans son récit, il en est un personnage. Or, il ne raconte pas sa propre histoire, mais celle d'un autre personnage, celle de Maître Angelin. C'est la raison pour laquelle ces indices sont peu nombreux. Le narrateur fait par ailleurs partie d'un groupe, c'est la raison pour laquelle il emploie la première personne du pluriel. S'il peut raconter l'histoire de Maître Angelin, c'est parce que ce dernier la lui a racontée. Notre narrateur a été témoin de ce récit. Ainsi, le narrateur de la première partie du texte est-il un narrateur témoin? Nous savons peu de choses sur ce narrateur, si ce n'est qu'il a assisté un soir à une scène insolite alors que Maître Angelin jouait du piano. Notre narrateur aime la musique, il est mélomane, peut-être est-il musicien, voire un élève de Maître Angelin. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Il était présent le soir où Maître Angelin a raconté son histoire. Ce premier narrateur laisse ensuite la parole à un second narrateur, Maître Angelin en personne. Nous pouvons, à ce propos, relever un certain nombre d'indices de présence du locuteur, des pronoms personnels de première personne qui renvoient cette fois-ci à Maître Angelin. Ils apparaissent en vert sur le texte. Ce dernier prend la parole et raconte son histoire. Il devient narrateur et en même temps personnage de son propre récit. Il raconte une histoire dont il est le personnage principal. Nous apprenons d'où est originaire Maître Angelin, par qui il a été élevé et comment il a appris le solfège et le clavecin. Nous constatons que les indices de présence du locuteur sont beaucoup plus nombreux que ceux de la première partie. Allons plus loin. Cet extrait est intéressant parce qu'il nous permet de distinguer deux parties dans ce récit. Une première, qui correspond au soir où le narrateur a assisté à l'improvisation donnée par Maître Angelin et où il a entendu Maître Angelin raconter son histoire. Cette partie est ce qu'on appelle le récit cadre, un récit qui en encadre un autre. Il se déroule un soir, lors d'un concert, alors qu'une corde de piano vient de se briser. Le récit cadre est pris en charge par un narrateur dont nous ne savons pas grand-chose. Une seconde partie correspond au récit de Maître Angelin. À l'intérieur de ce récit, un personnage prend la parole et raconte une histoire. Ce personnage devient le narrateur du récit qu'il prend en charge. Un récit est raconté dans un récit. Un récit se trouve emboîté ou enchâssé dans le récit cadre. On parle alors de récit emboîté ou de récit enchâssé. Il ne se déroule pas au même endroit que le récit cadre, ni au même moment, puisque le narrateur raconte une histoire qui lui est arrivée par le passé et qu'il fait par conséquent un retour en arrière. Allons plus loin. Cet extrait est intéressant parce qu'il nous permet de distinguer deux parties dans ce récit. Une première, qui correspond au soir où le narrateur a assisté à l'improvisation donnée par Maître Angelin, et où il a entendu Maître Angelin raconter son histoire. Cette partie est ce qu'on appelle le récit cadre, un récit qui en encadre un autre. Il se déroule un soir, lors d'un concert, alors qu'une corde de piano vient de se briser. Le récit cadre est pris en charge par un narrateur dont nous ne savons pas grand-chose. Une seconde partie correspond au récit de Maître Angelin. À l'intérieur de ce récit, un personnage prend la parole et raconte une histoire. Ce personnage devient le narrateur du récit qu'il prend en charge. Un récit est raconté dans un récit. Un récit se trouve emboîté ou enchâssé dans le récit cadre. On parle alors de récit emboîté ou de récit enchâssé. Il ne se déroule pas au même endroit que le récit cadre, ni au même moment, puisque le narrateur raconte une histoire qui lui est arrivée par le passé et qu'il fait par conséquent un retour en arrière. Cet emboîtement de récits n'est pas sans nous rappeler les contes des Mille et une nuits.
Dans le récit cadre, Shahryar se venge de l'infidélité de sa première femme en épousant chaque soir une jeune fille qu'il fait tuer au petit matin. Scheherazade, la fille de son vizir, met au point un stratagème pour le guérir de sa folie meurtrière. Elle lui raconte une histoire qu'elle se garde bien de terminer. Le sultan, curieux de connaître la suite, lui laisse un jour de sursis. Au bout d'un certain temps, Shahryar renonce à mettre à mort la jeune femme. Les histoires que raconte Scheherazade constituent des récits emboîtés, des histoires qui s'insèrent dans l'histoire initiale, dans le récit cadre. Vous connaissez tous les aventures de Sinbad le marin, d'Ali Baba et les 40 voleurs, d'Aladin. Ce sont des récits enchâssés, racontés par Scheherazade dans le cadre des contes des mille et une nuits. Un récit dans un récit, un tableau dans un tableau, un film dans un film. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. Ce que j'appelle également familièrement le procédé Vachkiri. La boîte de Vachkiri représente une vache qui possède des boucles d'oreilles représentant une vache, possédant des boucles d'oreilles qui représentent une vache, etc., etc., ainsi jusqu'à l'infini. Passons désormais à notre dernier texte, le texte numéro 4, qui est un extrait du roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Je vous lis le texte. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté, la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort, crie. Je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, pelotonné, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf. Ou dans un hamac, si tu en as un. Sur ton lit, naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas, en position de yoga, en tenant le livre à l'envers, évidemment. Voyons la correction. Ce texte est un texte étrange, dans lequel le narrateur utilise la deuxième personne du singulier. Néanmoins, si le narrateur dit tu, c'est que le narrateur n'est pas tu. Le narrateur est celui qui dit tu. Or, celui qui dit tu, c'est celui qui dit je. En résumé, ce texte est raconté à la première personne par un narrateur qui s'adresse à tu, même si je ne peux relever aucun indice de présence du locuteur dans ce texte. On peut se demander qui est tu. Tu est celui à qui s'adresse le texte, c'est-à-dire le lecteur, qui devient un des personnages de ce récit. Le narrateur est lui aussi un personnage, mais nous ne pouvons définir s'il est un personnage principal ou s'il est un simple témoin. Il semble néanmoins être le maître du jeu. Voilà, nous en avons terminé avec la correction des exercices. J'espère que vous avez mieux compris toutes les notions qui étaient rattachées au statut du narrateur.